Il y a eu récemment une résolution de l'ONU où la majorité des pays de la communauté internationale ont une nouvelle fois condamné l'attaque du 24 février de l'Ukraine par la Russie. Cette résolution était bien sûr une résolution de principe, et on constate que les puissances qui s'abstiennent, comme la Chine ou l'Inde, représentent presque la moitié de la population mondiale et environ 40% du PIB mondial. Et si l'on place la carte des pays qui fournissent de l'aide militaire à l'Ukraine et qui sanctionnent la Russie, le constat est là. D'une confrontation régionale, la crise en Ukraine s'est transformée en un conflit entre deux empires, l'un continental, la Russie, face à la thalassocratie américaine et ses alliés. Bonjour à tous et bienvenue sur Terra Bellum. Tout d'abord, je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas déjà fait, notre vidéo de janvier 2023, une année décisive pour le conflit en Ukraine, où nous faisons une analyse macro du conflit et où nous expliquons pourquoi cette année sera décisive pour le conflit en Ukraine. Depuis maintenant 2 mois après la sortie de notre précédente vidéo, notre analyse se vérifie. Le président Macron et le chancelier Scholz commencent à évoquer les futurs pourparlers. La Chine essaye de s'investir dans le futur processus de paix. Wagner agit toujours en fer de lance et n'a pas diminué la cadence autour de Bakhmout. Les conscrits russes continuent d'affluer et sont en train de former une véritable profondeur stratégique qui va rendre les contre-attaques ukrainiennes de plus en plus difficiles. La Russie lance des assauts sur toute la ligne de front pour former et exploiter des brèches, et l'Ukraine doit tout miser dans son offensive de printemps ou d'été qui sera déterminante pour l'issue de cette guerre. Mais aujourd'hui, éloignons-nous du front en Ukraine. Nous allons voir l'impact et les principaux bouleversements géopolitiques à travers le monde depuis un an. Bon visionnage à tous. Et merci à tous pour votre fidélité, vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et à apprécier notre contenu. Je rappelle que vous pouvez vous procurer la revue Terra Bellum qui est disponible sur notre site internet et qui contient des articles rédigés par des chercheurs ou de jeunes analystes autour des relations internationales, de l'économie ou encore de la défense, des articles qui sont très intéressants et accessibles à tous. N'oubliez pas les gestes simples et gratuits, aimez, clochez, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et très bon visionnage à tous. Les États-Unis avaient tous les intérêts de répondre à l'intervention russe en Ukraine. On l'a dit bien avant février 2022, le but des États-Unis était d'isoler la Russie du continent européen tout en arrimant l'Europe au continent américain. L'Ukraine est un territoire géographique clé en Europe orientale et son contrôle, tantôt dans la sphère russe, tantôt dans la sphère américaine, permet de fondamentalement changer la balance des pouvoirs sur le continent. Je vous renvoie aux théoriciens Spikeman, Mike Kander, Brzezinski. On en a parlé maintes et maintes fois sur la chaîne, c'est la base de la géopolitique américaine, même si bien sûr, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Les États-Unis, comme la Russie, sont un empire, mais un empire thalassocratique, qui a besoin de projeter sa puissance au-delà des mers pour croître. Ce qui est intéressant à constater, c'est qu'au XXIe siècle, nous ne sommes que dans le prolongement logique de ce qu'Alfred Mahan expliquait dans son œuvre The Interest of America in Sea Power, et à cette époque, les États-Unis étaient en pleine prise de contrôle du continent américain, Amérique du Sud, Amérique centrale, les Caraïbes, voire même l'océan Pacifique avec Hawaï. 100 ans plus tard, on peut considérer que l'Europe est en bonne voie d'acquisition, si la France ou l'Allemagne ne cherchent pas à s'imposer. Notez que cette notion d'empire thalassocratique, comme l'explique Mahan, est un ensemble militaire avec une forte dominance de la marine, logistique mais aussi économique. Le but est tantôt de se fournir en matières premières, tantôt de se constituer et d'investir un marché de consommation, c'est-à-dire exactement ce qui est en train de se passer avec le continent européen. C'est pour ça que quand on parle de crise ukrainienne depuis 2014, on peut la voir comme une crise interne qui concerne les Ukrainiens, on peut la voir comme une guerre de voisinage entre la Russie et l'Ukraine, mais plus on y ajoute de pièces, plus elle est aussi une crise géopolitique majeure, une confrontation entre deux empires, russes et américains, délimités militairement en Ukraine, avec des puissances européennes au milieu incapables de réagir, qui connaissent le danger de la Russie, mais qui sont totalement aveugles sur le danger des États-Unis. À compter du 24 février 2022, l'objectif américain était de rallier les puissances européennes à sa politique, ou plutôt à ses intérêts. Cet objectif a été une réussite, malgré des réticences fut un temps de la part de l'Allemagne ou même de la France. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'échec de la diplomatie française. Cela révèle une autre chose, c'est que ni la France ni l'Allemagne ne sont plus aujourd'hui capables de peser sur l'équilibre du continent européen, ce qui est très grave, puisqu'on arrive à la limite de l'ingérence. Le plus important bien sûr, c'est le soutien de Washington à l'effort de guerre ukrainien. On revient là à l'importance de la logistique. En 2022, les États-Unis ont ainsi fourni plus de 48 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, dont près de 23 milliards de dollars étaient dédiés à l'armée ukrainienne.
les forces ukrainiennes, sur l'année, n'auraient pas pu résister à la Russie sans l'aide américaine. Et là est tout le génie américain. Alors qu'au siècle dernier, les troupes et les conscrits américains étaient morts en Europe pendant les 2 guerres mondiales, les États-Unis ont aujourd'hui la capacité d'utiliser des conflits locaux en Europe à leur avantage, sans même verser une goutte de sang américain. Et en plus de cela, par l'ampleur de l'aide américaine, ce sont les États-Unis qui ont le pouvoir de négociation pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Maintenant, si les États-Unis sont dans une position relativement confortable, ils préféraient bien sûr de loin une guerre courte à une guerre qui serait trop longue. Les élections présidentielles arrivent en 2024 et l'idéal pour Joe Biden serait que la question ukrainienne soit réglée d'ici la fin de son premier mandat. Un récent sondage montre que 48% des Américains soutiennent actuellement la fourniture d'armes à l'Ukraine. Ils étaient 60% en mai 2022. C'est pourquoi cela présage encore une année 2023 qui sera décisive et largement dépendante de la capacité ou non de l'Ukraine à mener une offensive, mais ça nous le verrons dans les prochains mois bien sûr. Et il serait tout à fait possible de voir une sortie diplomatique en fonction des résultats militaires sur le terrain. Passons maintenant à l'Union européenne. La guerre en Ukraine a eu pour conséquence d'unir le continent européen, à l'exception peut-être de la Hongrie. Il y a un véritable consensus en faveur de l'Ukraine. Mais la problématique est que ce consensus n'a pas pour autant fait émerger de voies européennes. En d'autres termes, l'Union européenne n'arrive pas à développer une géopolitique propre et demeure dans l'ombre des États-Unis. Je rappelle que les principaux arguments de cette aide militaire et financière à l'Ukraine sont autant de freiner les ambitions russes que de peser dans les négociations. Or, l'aide européenne, si elle est importante et notamment financièrement, reste et restera toujours inférieure par rapport à celle des États-Unis. Conséquence ou non du conflit en Ukraine, l'Allemagne, la France et la Pologne ont également rehaussé leur budget militaire qui doit atteindre 2% du PIB en Allemagne et en France, c'est-à-dire la norme OTAN, et 4% du PIB en Pologne. Là encore, il convient de nuancer. En réalité, la France est toujours maintenue à environ 2% du PIB. Dans la dernière lettre de programmation militaire pour la France, nous avons fait une vidéo dessus, nous ramène à un niveau de l'année 2000 et s'axe également beaucoup sur les enjeux et la protection de notre ZEE dans le Pacifique. Donc peu de choses à voir avec l'Ukraine. En Allemagne, cela les ramène à leur niveau en 1991, sachant que la Bundeswehr était déjà largement en deçà de ses capacités. Et c'est la Pologne qui connaît une plus grande hausse par rapport à son pourcentage de PIB, mais son PIB est aussi bien moindre que celui de la France et de l'Allemagne. Et parmi les 3 puissances, c'est aussi la plus concernée avec les troubles en Europe de l'Est, puisque la Pologne borde la frontière avec l'Ukraine ou encore la Biélorussie. Un autre point, et sans doute le plus important, concerne la question énergétique. L'Union européenne, cette année, a cherché et trouvé des solutions de diversification à la crise énergétique provoquée par la guerre. L'hiver a été relativement doux en plus de ça. Et diplomatiquement, on constate un rapprochement avec l'Afrique du Nord par exemple, ou encore l'Azerbaïdjan, sans même parler de la Turquie qui se rêve en future plaque tournante pour desservir l'Europe. Nous avons aussi les États-Unis qui soutiennent cette politique de diversification tout en écoulant une grande quantité de leur GNL. Souvenez-vous, la thalassocratie en début de vidéo, marché et consommation. Cette question énergétique, elle est primordiale. C'est la clé de voûte qui fera tenir ou détruira l'Union européenne. L'Union européenne en a besoin pour maintenir son unité et limiter les tendances souverainistes. Les États-Unis ont besoin de cette unité pour maintenir un front commun face à la Russie, poursuivre la politique des sanctions et déverser leurs produits en Europe. Le deal qui est passé avec les États-Unis est très simple. Tant que l'Union européenne maintient un front uni sur les sanctions anti-russes, les États-Unis se chargeront de faire en sorte que l'Union européenne ne manque de rien, dans la mesure du possible. Et si les États-Unis n'aident pas ou ne peuvent pas aider, l'unité pourrait à terme se dissoudre. Et c'est d'ailleurs sur ça que mise la Russie sur le long terme. Et c'est pour ça que le temps pourrait jouer en sa faveur. Plus la guerre s'éternise, plus des pays comme l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la France, l'Allemagne vont se quereller entre eux, remettre en cause la politique centrale à Bruxelles, chacun pour ses propres raisons. La durée donc de l'unité européenne dépendra donc de la durée de la guerre et de la rupture totale ou non de l'Europe avec la Russie. Évoquons maintenant l'Asie, avec le cas principal de la Chine. La Chine s'est retrouvée aux prises avec la Russie et les États-Unis. L'alliance de Pékin avec Moscou a été basée sur des échanges commerciaux, la diplomatie et un front commun vers la fondation d'un monde multipolaire, un monde aux multiples empires. Le fait est que la Chine ne peut pas se permettre d'aller totalement à l'encontre des États-Unis, c'est-à-dire son principal partenaire commercial et une source précieuse d'investissements étrangers qui est indispensable, tandis que l'économie chinoise est en pleine relance après la levée de la politique zéro Covid.
Du côté russe, la Chine a aussi renforcé sa présence et amélioré ses liens économiques avec la Russie, et c'est aussi grâce à la Chine que la Russie a pu se détourner de l'Europe. Les négociants et entreprises énergétiques chinoises ont commencé à combler le vide laissé par les entreprises occidentales qui quittaient la Russie. La Chine a également acheté du pétrole russe à très bas coût. Aussi, sur 60 marques automobiles qui vendaient des voitures sur le marché russe avant la guerre, il ne reste que 14, 11 sont chinoises. Fin décembre, la Russie a également ouvert un nouveau gazoduc, Power of Siberia, qui se dirige vers la Chine. Plus au sud, l'Inde, puissance sur laquelle nous avons fait une vidéo que je vous invite à regarder, émerge en tant que force économique et géopolitique, ce qui lui permet de dicter ses conditions. La Russie est un allié de longue date et un fournisseur clé de matériel militaire pour l'Inde, et au contraire de l'Europe, l'année écoulée a vu la coopération bilatérale entre la Russie et l'Inde atteindre de nouveaux sommets. Pour la Russie, l'Inde est un marché important qui peut offrir des échanges commerciaux rentables et de nouvelles voies logistiques vers l'Asie. Pour l'Inde, la Russie est une source non seulement de technologie mais aussi d'énergie et notamment de pétrole. La part de la Russie dans les importations indiennes de pétrole brut a ainsi dépassé 25% en 2022. L'année passée, la Russie a donc exporté 9,5 fois plus de pétrole à l'Inde que les années précédentes. À travers tout cela, Washington a bien sûr tenté d'amener l'Inde à avoir une position plus claire sur l'Ukraine, à renforcer la coopération avec les États-Unis et sa participation notamment au sein de l'alliance du Quad. Mais contrairement à l'Europe, il y a des limites à la mesure dans laquelle les États-Unis peuvent faire pression sur l'Inde. Trop imposante, trop éloignée, trop importante comme puissance d'équilibre face à la Chine dans l'Indo-Pacifique. L'Inde tire parti de la guerre et émerge en tant que puissance majeure qui se veut non alignée. Dans le Pacifique, le conflit en Ukraine a directement fait écho aux tensions autour de Taïwan. Mais c'est bien dans la péninsule coréenne que les tensions sont en train d'être amplifiées. Les États-Unis ont renforcé leur présence et les exercices militaires dans la zone. La Corée du Nord y a répondu en lançant différents missiles balistiques. Et il y a aussi le Japon qui, avec l'accord des États-Unis, s'implique de plus en plus dans la sécurité de la région. Nous avions fait une vidéo sur la stratégie du Japon dans la zone Pacifique et ses ambitions. La guerre en Ukraine a eu un effet d'accélérateur sur tout cela. Évoquons maintenant le Moyen-Orient. Avec les États-Unis toujours concentrés dans le Pacifique et maintenant en Europe, les pays de la région ont eu plus de marge de manœuvre dans leur politique étrangère. Le plus grand bénéficiaire, c'est bien sûr la Turquie. Nous avons également fait une vidéo entière sur le sujet. Ankara a fourni des drones militaires à l'Ukraine tout en faisant croître ses liens avec Moscou. Le président Erdogan a utilisé son influence des deux côtés et s'est affirmé comme principal médiateur entre les deux empires. La Turquie a également étendu son empreinte dans la sphère d'influence traditionnelle de la Russie, je pense par exemple au Caucase, mais également à l'Asie centrale. Autre puissance, l'Iran est sortie de plusieurs années d'isolation à cause des sanctions occidentales. Elle fait aujourd'hui front commun avec la Russie et en retour, l'Iran a reçu l'accès à la technologie russe, des investissements et à de nouveaux réseaux commerciaux vers l'Asie qui permettent de contourner les sanctions occidentales. L'Iran donc s'en sort bien moins isolé et pourrait voir sa position au Moyen-Orient renforcée. Et c'est ce qui pourrait même encourager le dialogue avec son rival saoudien et un partage de l'influence dans toute la région. Cela sous le regard attentif d'Israël qui ne voit pas d'un très bon œil la montée en puissance de l'Iran au Moyen-Orient. Enfin, évoquons les principaux alliés arabes de Washington, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Tous deux ont refusé de soutenir les efforts américains visant à isoler la Russie sur les marchés de l'énergie. Au contraire même, Riyad et Abu Dhabi se sont efforcés d'entretenir des relations étroites avec la Russie. Et non seulement l'OPEP+ demeure soudé autour de la question du marché pétrolier, mais les pays arabes profitent même de l'occasion pour obtenir un effet de levier face aux États-Unis, avec lesquels les relations se tendent maintenant depuis plusieurs années. Évoquons enfin l'Afrique, qui mériterait également une vidéo entière dédiée au sujet. La Russie est redevenue le premier exportateur de blé, de façon incontestée. Il a donc considérablement amélioré son poids dans les exportations alimentaires en Afrique. L'Ukraine, qui était son principal concurrent sur le marché, a perdu un quart de ses terres cultivables. On en avait déjà parlé dans notre vidéo sur comment la Russie veut asphyxier l'Ukraine. Dans un article récent de RFI, on peut voir qu'en 2022, 50% des céréales ukrainiens ont été exportés vers l'Union européenne et 20% vers la Turquie. L'Ukraine a donc perdu le marché africain et ses exportations se sont régionalisées. Avec ces datas, on comprend d'ailleurs mieux pourquoi les accords autour du blé ont été administrés par la Turquie, qui en fait a pu directement bénéficier du blé ukrainien à son avantage, pendant qu'en retour, la Russie a été autorisée à exporter son blé et ses engrais vers l'Afrique.
Mais le conflit fait tout de même planer le doute sur la situation alimentaire, et c'est pourquoi l'Éthiopie par exemple a amélioré sa production locale et a obtenu pour la première fois de son histoire un excédent de blé, qui a été ensuite revendu vers le Kenya et le Soudan. Pour la faire courte donc, sur le continent africain, les puissances qui veulent s'affirmer dans les prochaines décennies vont devoir ou penser à l'agriculture et donc aux engrais comme l'Éthiopie, ou avoir suffisamment de trésorerie pour acheter l'alimentaire à la Russie, premier exportateur mondial de blé, ou encore au Canada, aux États-Unis, voire à la France. Vous le voyez, la provenance de l'alimentaire sera aussi une question politique. Petite parenthèse également, n'oubliez pas qu'au-delà du blé, de nombreux pays d'Afrique importent du riz, dont on n'entend jamais parler, alors que l'Afrique subsaharienne compte pour un tiers des exportations mondiales. Riz, qui provient souvent d'ailleurs d'Asie, mais qui peut être également produit localement. En plus de cette question alimentaire, la Russie a gagné en influence dans des pays comme le Mali, la République centrafricaine, le Burkina Faso ou encore le Soudan, en utilisant notamment le groupe Wagner pour soutenir les pouvoirs locaux, et en retour, les pays africains aident la Russie à contourner les sanctions, principalement dans le secteur des ressources minières. Et enfin, évoquons maintenant très brièvement l'Amérique latine et les Caraïbes. La distance n'a pas protégé la région des effets du conflit. Les pays ont les mêmes problématiques d'inflation, de hausse des taux d'intérêt et une perte de liquidité des États. Les prix élevés des engrais ont forcé les agriculteurs sud-américains à réduire leurs plantations. La sécheresse a également réduit les rendements des cultures. En bref, nous ne sommes pas autant mais presque dans des problèmes similaires à l'Afrique. Stratégiquement maintenant, l'Amérique latine et les Caraïbes ont un rôle mineur dans ce conflit. Mais la plupart des pays ont maintenu des liens officiels avec la Russie et ne sanctionnent pas la Russie. En revanche, la proximité de la région avec les États-Unis signifie également que Moscou pourrait essayer de l'utiliser pour faire pression sur Washington. Par exemple, en tirant parti des relations de la Russie avec Cuba, le Venezuela ou encore le Nicaragua qui a autorisé sur son sol la présence de policiers et de militaires russes pour mener des exercices. Vous le voyez donc sur cette vidéo, l'intervention russe en Ukraine le 24 février 2022 a eu des répercussions sur la géopolitique à l'échelle internationale. Cependant, il ne faut pas non plus surévaluer et surinterpréter ce conflit qui est en train de se dérouler en Europe. En réalité, ce dernier a surtout eu un effet d'accélérateur sur des tendances géopolitiques qui étaient déjà actées depuis plusieurs années. J'espère en tout cas que cette vidéo largement synthétique vous aura été bénéfique. Et à la fin de cette vidéo, c'est le moment de vous rappeler que vous pouvez vous procurer la revue Terrabellum disponible sur notre site internet pour continuer votre parcours géopolitique, disponible à l'abonnement ou à l'unité. N'oubliez pas les gestes simples, aimez, clocher, dites-nous en commentaire quels sont pour vous les changements majeurs depuis le 24 février, puisque nous n'avons bien sûr pas pu tout citer dans cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à la partager, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, et je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine.